Marc Arpaggian, sur cette question là justement de protection des populations, on évoquait tout à l'heure un exemple, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle les sempiternelles frappes chirurgicales, alors, qui sont basées évidemment sur du numérique et en même temps qui peuvent effectivement toucher des populations si le numérique fait défaut ou si le numérique a été lui-même trafiqué. Alors déjà, moi, dans l'affrontement conventionnel, la notion de frappe chirurgicale me semble déjà éminemment discutable. En tout cas incertaine. Là, par contre, ce qui est difficile avec l'attaque numérique, c'est qu'effectivement, c'est de maîtriser son périmètre. Pourquoi ? Parce que tout va dépendre de la performance de votre cible. C'est-à-dire que si elle est en réseau, si elle n'est pas suffisamment isolée, si des données vont à l'occasion d'un transfert par une clé USB ou par un individu qui va faire la passerelle se connecter, faire en sorte que vous allez diffuser. C'est un peu effectivement, j'allais dire, l'algue verte qu'on a fait malencontreusement basculer dans un bassin et hop, qui va se diffuser. La difficulté, c'est qu'à un moment, surtout pour des États démocratiques qui ont l'obligation de mesurer leurs gestes, d'en assumer les conséquences, de le faire dans un cadre maîtrisé, l'arme numérique ne garantit pas le périmètre d'action de l'outil qu'on va utiliser. Prenons l'exemple du virus, du ver Stuxnet en l'occurrence. Il s'avère que donc c'est un ver qui a été élaboré pour correspondre à un certain type d'équipement. C'est-à-dire que l'équipement de la cible était spécifique des infrastructures informatiques de la société Siemens utilisées dans un cadre très spécifique. Et il s'avère qu'un certain nombre ce qu'on appelle RSSI, c'est-à-dire de responsables sécurité de systèmes d'information, ont vu passer Stuxnet dans leurs infrastructures informatiques. Simplement, ils étaient un peu comme, si on devait faire l'analogie médicale, comme des porteurs sains. Il y a des gens, nous pouvons être porteurs de pathologies, mais il s'avère que notre organisme, en tant qu'individu, notre métabolisme va faire que, voilà, on n'est pas affecté. La personne d'à côté, parce qu'elle a un autre métabolisme, elle, au contraire, sera complètement HS avec cela. Il s'avère qu'on a vu passer Stuxnet et un certain nombre même d'entreprises, on dit, tiens, c'est bizarre, c'est une solution. Il y a quelqu'un qui l'a forcément créé, mais moi, ça ne me fait rien. Donc, bon, je nettoie, je vérifie que ça n'a rien fait chez moi, et puis ce ver a circulé. Il s'avère que la particularité des infrastructures informatiques iraniennes, c'est qu'elles n'étaient pas connectées à Internet. Elles n'étaient pas physiquement connectées à Internet. Et donc, la performance de l'outil qui a été utilisé, c'est à un moment de compter sur une transmission humaine d'un individu qui va prendre le support. Et donc, on va s'apercevoir qu'on a beau décrire l'appareillage technique que l'on a en cible, on n'a aucune garantie qu'il va uniquement atteindre cette cible-là, parce qu'il suffit que d'autres organisations ayant des structures informatiques similaires, comparables, puissent également être affectées, alors qu'elles n'étaient pas les cibles désignées. Et donc, évidemment, au nom du droit, et a fortiori du droit international humanitaire, c'est absolument pas satisfaisant de se dire qu'il y a ce risque de voir l'attaque propagée à d'autres qui ne sont absolument pas concernés. Et donc, effectivement, il n'y a pas de technicien qui puisse assurer avec certitude que l'attaque sera contenue, même si on a vu dans le cadre de Stuxnet également que, visiblement, le ver portait en lui sa capacité d'autodestruction, c'est-à-dire que celui ou celle qui l'a conçu, ou ceux qui l'ont conçu, ont prévu qu'à un moment, il fallait effacer les traces techniques, un peu comme, effectivement, de manière à ne pas remonter la chaîne de responsabilité. Et là, on voit bien que celui qui l'a conçu, celle qui l'a conçu, a bien eu en tête la possible mise en cause de sa responsabilité, eu égard à l'importance de la mission qu'on lui confiait. Et donc, effectivement, il va s'agir de déterminer une espèce de... Un peu comme lorsqu'on est dans une situation policière où il faut conserver la preuve en l'état, conserver l'intégrité de la preuve, de manière à se dire, bon, avec cette matière, je vais pouvoir essayer de mener des investigations. On voit bien que là, il a bien été décidé d'autodétruire cet outil numérique de manière à couper les ponts avec ses commanditaires. Yves Sandoz, et puis on passera la parole à la salle. Un tout petit mot pour rebondir sur la question des frappes chirurgicales. Au fond, l'idée, est-ce que la science permet de diminuer les dommages ou pas? Alors, je ne vais pas du tout me prononcer sur le bien fondé de l'intervention en Irak. Hein. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais malgré tout, si vous regardez une photo de Bagdad après l'attaque américaine et vous voyez une photo de Londres, Rotterdam, Hambourg, Dresde ou Hiroshima, il
il y a quand même eu moins de dommages à Bagdad, hein, et beaucoup moins. Donc en ce sens, on ne peut pas nier qu'il y a eu quand même une amélioration de la précision. Maintenant, la question, c'est évidemment, avec le développement de la technique, les effets à long terme. Est-ce qu'on a un peu des docteurs Frankenstein qui créent un monstre qu'on n'arrive plus à maîtriser? Et c'est vrai que ces questions, c'est très difficile. Regardez le débat qu'il y a eu sur l'embargo. L'embargo, c'était considéré comme une méthode assez douce de faire pression sur un gouvernement. Mais quand on regarde les cas d'embargo, c'est toujours la population civile dans la durée qui en a souffert énormément. Alors effectivement, a priori, on se dirait il vaut mieux déstabiliser un système informatique que bombarder, où on verra du sang et des enfants morts. Mais c'est là qu'on est un peu le docteur Frankenstein. On n'est pas très sûr des effets à long terme sur les hôpitaux, sur la santé publique et tout cela. Donc on joue avec des choses extrêmement, extrêmement dangereuses et très difficiles à évaluer. La proportionnalité ne peut pas être limitée à l'immédiat. On doit regarder ça dans une certaine durée. Merci. Parole à la salle. Remarques, questions, interrogations, précisions. Yves Galli, au deuxième rang. Je ne sais pas si un micro circule. Oui, voilà. Au deuxième rang, Yves Galli. Merci. C'est Michel Galli, en fait. Michel. C'est pas grave. Voilà. Je me demande si on n'a pas une approche un peu réaliste, autant au sens étatique de la cyberguerre, et si, bon, sans faire l'avocat du diable, on ne peut pas parler, dans une certaine mesure, de cyber-résistance. Alors, je crois que vous avez abordé, mais très brièvement, vous avez cité Wikileaks, hein, et donc la publication de milliers, de centaines de milliers, peut-être, de télégrammes diplomatiques a eu un effet réel. Hein. Et donc, je rappelle la phrase, d'ailleurs, assez romantique, de Julian Assange, qui définissait Wikileaks comme le système de renseignement du peuple. Bon, c'est peut-être un peu excessif. Mais je travaille beaucoup sur l'Afrique et depuis peut-être 5 ou 6 ans, je connais des intellectuels africains qui travaillent sur Internet, mais pas évidemment des attaques, disons, technologiques, et qui se définissent même comme des cyber-guerriers ou des cyber-résistants à un système d'information, surtout en cas de conflit, qui est quand même très univoque, hein, parfois très formaté de la part des puissances occidentales, américaines et parfois françaises. Donc, est-ce que cette alternative à la criminalisation de la cyberguerre, ce qu'on peut appeler une cyber-résistance, vous paraît légitime? Nicolas Arche. Alors, il faut, en fait, quand on va... ce terme de cyberguerre, vous voyez bien qu'il a une utilité parce qu'il interpelle. Il n'est évidemment pas satisfaisant, donc c'est pour ça que je vais essayer de m'en détacher. Moi, je vais parler d'usage offensif des technologies de l'information, parmi lesquelles Internet. Il s'avère que ces usages offensifs s'appuient sur 2 pieds. On a parlé des tuyaux, la prise de contrôle à distance d'un système d'information, mais également, et vous avez raison, des contenus. L'information, la mise à disposition d'informations est un élément de la guerre psychologique, est un élément de la diplomatie, est un élément de l'influence. La seule chose, et ce que je trouve très intéressant dans l'histoire Wikileaks, c'est qu'en fait, les gens ont découvert Wikileaks il y a 2-3 ans, mais l'institution, Wikileaks avait le double d'âge. Et ça faisait des années que Wikileaks mettait à disposition des télégrammes, enfin des communications qu'elle avait interceptées. Et c'est là où on s'est aperçu que, en fait, la seule mise à disposition d'informations n'était pas suffisante. Et pourquoi est-ce qu'à un moment, Wikileaks a décidé, Julian Assange a décidé de faire des partenariats avec des médias, le Guardian à Londres, le Monde à Paris, parce qu'à un moment, il fallait faire, comme au sens pétrolier, du raffinage. Si moi, je vous donne du pétrole brut, ça ne vous satisfera pas très longtemps parce que vous ne pourrez rien en faire. Et c'est là où on s'est aperçu qu'effectivement, il fallait des gens capables de traduire, quelquefois... pourquoi si c'est en anglais, mais dans d'autres langues, de traduire les sigles, de rapprocher les événements, et que ça donne un poids réel justement à des intellectuels, à des gens qui sont capables d'expliquer des circonstances, d'expliquer des événements de manière à leur donner un véritable poids politique. Mais il est évident que la baisse des coûts fait que aujourd'hui, pour héberger, parce qu'à un moment la question s'est posée lorsque Wikileaks a été
stigmatisé par le département d'État en demandant la fermeture du site, un certain nombre de chancelleries se sont dit mais on va lui couper les vivres, on va lui couper. C'est comme ça qu'à la demande du département d'État, PayPal, Visa, Mastercard, la banque, encore une banque postale suisse, ont interrompu les relations commerciales légitimes qu'elles avaient avec Wikileaks, à la seule demande des autorités américaines. Et en fait, on s'est aperçu que pour rendre Wikileaks disponible, c'est-à-dire quand vous vous connectez qu'il y a un support, en fait, c'est quelques petites centaines d'euros. C'est quelques centaines d'euros. Donc on n'est pas du tout... Là, on est dans l'asymétrie la plus totale et que la seule mise à disposition ne coûte pas si cher. Par contre, ce qui coûte après, ou en tout cas, il faut un engagement humain de personnel qui vont collecter l'information, la rendre intelligible, faire du bruit autour pour la faire connaître, mais que on est dans une logique de la seule mise à disposition, là où avant il fallait maîtriser un outil de production, il fallait avoir des outils de diffusion, si on pense à la presse, même au Samizdat, tout avoir un réseau qui restait limité parce que justement il y avait cette contrainte physique. Aujourd'hui, un hébergement chez un prestataire, c'est quelques grosses dizaines d'euros, enfin centaines d'euros. On est sur une économie de moyens qui fait qu'effectivement ça ouvre le champ des possibles en termes de prise de parole. La seule chose, c'est qu'après, il faut effectivement faire porter et faire vivre cette parole, et que là où il peut y avoir une résistance, il faut bien avoir un savoir-faire dans la valorisation, dans l'exploitation de cette information, puisque les premières années de Wikileaks l'ont montré, la seule mise à disposition ne suffit pas. Voilà. Il faut mettre en plus de la mise en scène, au sens positif du terme, mais de la valorisation, de l'exploitation, de manière à en faire une véritable arme politique. Nathalie Duras. Oui, juste une remarque rapide et un peu basique sur cette cyber-résistance, dont je comprends tout à fait l'origine, cette volonté de ce droit à l'information, cette diffusion du renseignement, elle est tout à fait légitime. Et je serais d'autant plus mal placée pour la critiquer que c'est la cyber qui est l'outil majeur de collecte du renseignement pour les États, pour les armées. Donc c'est tout à fait logique. Simplement un petit bémol, c'est que si cette collecte se fait... pas simplement avec un objectif de diffusion et de droit à l'information, mais avec parfois des fins, on peut dire, peut-être de déstabilisation, ou en tout cas avec des moyens parfois illégaux ou de violation de règles, notamment sur la classification des documents, ou avec des conséquences sur la mise en danger des populations ou des forces armées quand ça dévoile certaines choses qui touchent à la défense des États. Évidemment, ce sont des limites que je mets. Mais ce droit à l'information, en tout cas sur le plan international et dans les instances comme au sein des Nations Unies, c'est quelque chose que la France et que d'autres pays ont mis en avant. Ils ont toujours dit qu'ils s'opposaient notamment à certaines conventions sur la cyber qui étaient portées par d'autres États comme la Chine et la Russie, deuxième lapsus de la journée, qui visaient, par le biais d'un texte juridique, à réglementer le domaine cyber, en jouant à la fois sur les systèmes d'information, mais aussi sur le contenu, en réglementant le contenu. Et la France, comme d'autres pays, s'est toujours opposée, dans le cadre du respect du droit à l'information, de tous ces droits de l'homme, à réglementer cette activité et à vouloir rentrer dans le contrôle du contenu, en tout cas de façon officielle. Donc, il y a ce petit bémol que je voulais mettre sur l'objectif réel de cette cyber-résistance et en tout cas les modalités qu'elle peut prendre. Et si évidemment il y a des violations des législations nationales, ce sont des limites réelles.